Ça, c'est cette approche-là et c'est comme ça que vous faites le calcul. Si vous me connaissez et si vous suivez mon contenu, vous savez que je prône pas particulièrement le calcul des calories, même si j'y vois plein d'avantages. Donc je vais vous lister maintenant quelles sont les limitations de cette approche et quels sont les avantages de cette approche. Alors, combien de calories est-ce qu'il faudrait manger par jour pour perdre du poids, le faire de manière saine, de manière durable? Bref, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans son assiette? Peut-être que vous avez déjà cherché la réponse à cette question, que vous êtes baladé un peu sur internet et que vous avez vu des formules un peu compliquées et que vous savez pas trop par quel bout le prendre. Donc peut-être que c'est la raison qui vous a amené sur cette vidéo. Et dans ce cas, bienvenue. On va répondre à cette question dans cette vidéo, mais on va pas s'arrêter là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes là, c'est que peut-être que vous connaissez ma chaîne et que vous savez que j'ai commencé il y a quelques temps une série de vidéos où je vous fais des revues des différentes approches qui existent pour perdre du poids. Et aujourd'hui, on va parler de cette approche qui est la balance calorique, l'approche qui est majoritaire dans l'univers, dans la sphère, dans la culture autour du fitness et de la nutrition. Donc c'est majoritairement les conseils que vous aurez si vous allez auprès d'un nutritionniste ou auprès d'un coach sportif certifié et qualifié. On va vous parler de balance calorique, créer un déficit calorique, enfin bref, toutes ces choses-là. Et peut-être que vous êtes paumé avec ça et que vous ne savez pas trop si c'est une bonne approche. Et le but de ces revues d'approche, c'est pour moi de vous donner un petit peu mon avis, qu'on le survole ensemble et qu'on essaye de comprendre un peu de quoi il s'agit, pourquoi c'est pertinent, pourquoi ça l'est moins, parce que toutes les approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le but du jeu étant, je vous le rappelle, que vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qui est bon pour votre corps, donc c'est à vous après de faire de l'essai et de l'erreur, d'aller regarder quelles sont les approches qui vous parlent, les approches qui vous parlent pas du tout, et d'arriver là avec un esprit ouvert pour essayer d'apprendre le maximum de tout ce qu'on se raconte ici. Si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo que j'avais faite dans cette série revue d'approche, je vous la mettrai ici, c'était sur l'alimentation intuitive, je vous la remets ici. Et en bonne introduction, je pense, à cette série de manière générale, j'avais fait il y a quelques temps une vidéo où je faisais un comparatif des différents régimes. Je vous parlais du jeûne intermittent, je vous parlais du régime hypocalorique dont on va parler aujourd'hui, je vous parlais, je crois, du régime cétogène, je ne sais plus exactement les détails, mais j'avais un peu comparé toutes ces choses-là et je pense que ça peut être une bonne intro à cette série de vidéos, donc si vous ne l'aviez pas vue, je vous la remettrai également ici. Pour l'heure, aujourd'hui, on va parler de calories. Combien de calories il faut manger par jour pour maigrir et quelle est l'approche de manière générale autour de la balance calorique, comment ça marche, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et comment vous pouvez vous servir de cette approche-là si c'est votre intention et si vous voulez aller dans cette direction-là. Et qu'est-ce que moi je vous préconiserais comme petit warning si vous voulez utiliser cette approche-là, par quel bout la prendre et quels sont les écueils, les pièges à éviter pour que ça reste sain et que vous développiez une bonne relation avec la nourriture parce que vous le savez, on est là pour ça ici. Si vous ne me connaissez pas, du coup j'en profite, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion certifiée et mon dada et mon but dans la vie, c'est vraiment d'aider les personnes qui savent exactement quoi faire en termes d'alimentation, en termes de sport, etc. parce qu'elles sont informées, parce qu'elles ont peut-être vu un nutritionniste. Voilà, elles savent exactement quoi faire, peut-être qu'elles ont un coach sportif qui les a formées sur la question, mais en pratique, elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas parce que y a toujours une envie qui est plus forte. Elles sont persuadées, et c'est peut-être votre cas, qu'elles manquent de motivation, que c'est elles qui n'ont pas le truc qu'il faut, qu'elles n'y arriveront du coup jamais. Peut-être que c'est leur corps qui est cassé, peut-être voilà, plein de pensées comme ça qui font qu'elles n'avancent pas. Et si c'est votre cas, eh bien vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo tous les lundis. Et si vous voulez regarder un peu plus près, qu'est-ce qu'on vous propose comme accompagnement, je vous laisserai aller regarder la barre d'infos, vous avez tous les détails, allez regarder tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de balance calorique. Alors, de quoi il s'agit? C'est quoi cette approche du régime hypocalorique? Alors, le régime hypocalorique ou l'équilibre alimentaire, appelons-le comme on veut, mais en gros, l'idée, c'est de voir l'alimentation comme une balance calorique. L'alimentation et le sport comme une balance calorique. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas perdre de poids et ne pas prendre de poids, il suffit de manger exactement ce dont votre corps a besoin pour vivre, en termes de quantité et en termes de calories. La calorie, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer l'énergie contenue dans un aliment. Alors c'est une unité un peu, une unité d'énergie en physique, voilà, qu'on utilise pour tout, pas juste pour l'alimentation. Ça mesure en gros la chaleur que vous allez créer si vous brûlez l'aliment
par le feu, hein, vous brûlez l'aliment, combien il y a de chaleur qui est créée. Donc c'est une unité de mesure de l'énergie d'un aliment. Et du coup la théorie nous dit que si tu manges autant de calories que ce que tu dépenses, eh bien tu ne prends pas et tu ne perds pas de poids. Si tu veux prendre du poids, il suffit de manger davantage que ce que tu dépenses. Et si tu veux perdre du poids, il faut manger moins que ce que tu dépenses ou dépenser plus que ce que tu manges, voilà dans le sens que tu veux. En général, les personnes qui préconisent ce type d'approche, c'est-à-dire les nutritionnistes et les personnes qui travaillent dans l'univers du fitness et qui sont certifiées dans ces domaines-là, vont vous proposer un mélange des deux, un sain mélange des deux, parce que l'objectif c'est de pas trop faire de sport ou pas suffisamment manger, bref, de trouver un équilibre. En général, quand vous allez voir un nutritionniste, c'est à ça qu'il a été formé, donc il va vous en parler, mais il ne va pas forcément vous faire le détail des calculs qu'il y a derrière, des macronutriments, de tout ça. Il va peut-être plus juste vous donner un plan alimentaire qui va respecter ces principes-là. Dans cette approche, les choses sont assez simples. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir tout simplement créer un déficit calorique dans votre journée. Donc il va falloir vous poser la question, de combien d'énergie j'ai besoin dans ma journée pour juste vivre sans perdre de poids, sans prendre de poids. Combien d'énergie j'ai besoin. Et pour ça, il va falloir prendre en compte votre âge, votre sexe, la quantité de masse grasse que vous avez sur le corps, votre niveau d'énergie, de dépenses énergétiques dans votre travail, dans vos activités quotidiennes. Est-ce que vous avez un travail sédentaire? Est-ce que vous avez un travail qui vous demande de rester debout, de porter des charges et toutes ces choses-là? Et aussi votre activité physique en termes d'activité sportive. Donc, cette quantité d'énergie qu'il vous faut pour maintenir votre poids, ça s'appelle le TDEE pour Total Daily Energy Expenditure. Cette valeur-là va être égale à une somme de termes. Le premier terme qu'il va falloir ajouter, ça va être déjà dans un premier temps, la première source d'énergie dépensée, ça va être tout simplement le fait de vivre, de faire marcher vos organes, le fait de respirer, le fait de faire marcher votre cerveau, enfin voilà, toutes les choses classiques qui font que votre corps fonctionne, c'est-à-dire l'énergie qu'il vous faut si vraiment vous ne faites rien de votre journée, vous restez dans votre lit, juste pour que votre corps fonctionne. Et ce terme-là, ça s'appelle le BMR, ou métabolisme de base, Basal Metabolic Rate, désolé pour l'accent français, mais bon, je suis française donc j'ai un accent. Et donc ça représente en gros juste l'énergie qu'il vous faut pour vivre, voilà, indépendamment de toute activité physique. Cette valeur-là, vous pouvez l'obtenir soit parce que votre balance vous la donne, votre pèse-personne, il y a certains pèse-personnes qui le donnent, soit en faisant un petit calcul. Vous avez des équations qui existent sur internet, vous pouvez aussi avoir certains sites qui vous font le détail. En général, il y a beaucoup de sites qui vous donnent juste le TDEE globalement et qui fait tout seul les ajouts des termes. Je vous mettrai plusieurs liens en barre d'infos si vous voulez aller explorer ça, faire les calculs, etc. si ça vous intéresse. Mais donc ce premier terme, le BMR, soit vous faites le calcul, soit vous avez votre pèse-personne qui vous le donne, soit vous ne faites pas le calcul parce que vous faites le calcul du TDE globalement grâce à un site qui vous le fait tout seul. Le deuxième terme qui va rentrer en ligne de compte dans l'énergie dépensée dans une journée, ça va être le NEAT. N-E-A-T. Je regarde mes notes là à côté parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. N-E-A-T, c'est pour le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ça va être toutes les activités du quotidien. Le fait que vous fassiez le ménage, le fait que vous sortiez marcher pour aller jusqu'à votre voiture, aller au boulot, le fait que vous soyez en activité et actif au long de votre journée, sans que ça soit réellement aller à la salle de sport ou faire une activité physique dans le but de dépenser de l'énergie physique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Ça va dépendre de, comme je disais tout à l'heure, de votre niveau d'activité. Est-ce que vous faites un boulot où vous êtes tout le temps debout, vous portez des charges, ou est-ce que vous êtes dans un boulot où, comme moi, vous êtes assis à un bureau toute la journée. Le troisième terme à prendre en ligne de compte dans cette dépense énergétique globale de la journée, ça va être le PA, donc c'est pour Physical Activity, donc là ça va être le sport. L'activité physique que vous faites dans un but de vous dépenser. Donc si vous faites du tennis, si vous faites du crossfit, si vous faites du yoga, toutes ces choses-là, ça va entraîner une certaine dépense calorique. Et enfin, le dernier terme, c'est le TEE pour Thermal Effect of Eating, et ça correspond à l'énergie dépensée par la digestion, en gros, par le fait de manger. Ça coûte énormément d'énergie au corps, le fait de digérer les aliments. C'est l'une des activités qui est la plus demandeuse en énergie sur le corps humain. Sachant que en réalité, donc c'est 1, 2, 3, 4 termes à prendre en compte. En fait, il y en a d'autres, on pourrait les découper d'une autre manière, on pourrait le faire autrement, mais c'est assez précis et l'idée c'est de compter globalement tout ce que vous risquez de dépenser dans une journée en fonction de votre activité et toutes ces choses-là.
Donc une fois que vous avez ce chiffre, vous avez ce TDEE, donc vous pouvez faire le calcul encore une fois en allant regarder comment vous calculez chacun des termes, ou vous pouvez aller regarder dans la barre d'infos, je vous aurai mis des liens d'endroits où vous pouvez faire le calcul. Admettons que là, une fois que vous avez fait le calcul, vous tombez sur 2000 ou 2100 calories par exemple. L'idée, ça va être de créer un déficit, donc de ne pas manger 2000 ou 2100 calories, sinon vous allez juste pas prendre et pas perdre de poids, mais ça va être d'en manger un peu moins. Et le combien moins, en général, ce qui est recommandé par les personnes dont c'est le métier, ça va être un déficit calorique de entre 15 et 30% de l'apport calorique, du TDE. Sachant que le 30%, c'est si vraiment vous êtes en obésité morbide. Parce que même en mangeant moins 30%, vous allez être sur un apport calorique qui est quand même conséquent. Le but du jeu, c'est que dans tous les cas, ce déficit calorique ne doit jamais vous emmener à un nombre de calories global qui est inférieur à votre métabolisme de base. Donc par exemple, si votre TDE c'est 2100 calories mais que votre BMR c'est 1400 calories, il ne faudra pas que votre apport calorique, quel que soit le pourcentage que vous choisissez comme déficit, il ne faudra pas qu'il soit en dessous de 1400 calories. Pourquoi? Parce que ce que nous dit cette théorie-là, c'est que si on descend en dessous de ça, on est sûr qu'on va ralentir le métabolisme, parce que si vous ne donnez pas l'énergie que votre corps a besoin juste pour dormir et juste ne rien faire, vous êtes sûr qu'il va être obligé de se ralentir pour dépenser encore moins. Et c'est pas ce qu'on souhaite. À ce moment-là, on ne souhaite pas que le corps se ralentisse, parce que sinon vous allez être plus fatigué, vous allez avoir peut-être des sautes d'humeur. Enfin voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà expérimenté si vous avez fait des régimes très drastiques sur une période très courte, où en général on coupe les calories, on fait une réduction de calories très très intense, et vous avez certainement expérimenté des trucs comme des sauts d'humeur, des sensations de froid, des sensations de faim, des sensations d'irritabilité et de la fatigue globalement physique et émotionnelle, etc. Donc on veut s'éviter ça. C'est pour ça que les nutritionnistes, quand ils vont vous proposer un régime, en général, ils vont faire un déficit calorique dans cette range-là. Une fois qu'on a calculé ce déficit calorique, il se pose la question de qu'est-ce que je mange du coup et en quelle quantité. Et là, ça va dépendre. Vous avez plein de régimes différents qui existent. J'en parlerai dans d'autres vues, mais vous avez différentes associations de macronutriments possibles. Les macronutriments, c'est, vous savez, les 3 sources de calories dans votre alimentation, à savoir les lipides, les protéines et les glucides. Et en fonction de l'approche que vous abordez, vous n'allez pas avoir la même pourcentage de chaque. Mais un nutritionniste classique, il va certainement vous proposer une balance du type 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. Voilà, très probablement. Après, vous avez plein de variantes possibles. Et ensuite, c'est à vous de calculer, ou à votre nutritionniste ou à votre coach sportif, d'aller calculer combien ça va représenter en quantité réelle de nourriture, en comptant que 1 g de lipides, ça représente 9 calories, et 1 g de glucides ou de protéines, ça représente 4 calories. Donc voilà, et après on se fait sa petite tambouille. En fonction de quels sont vos objectifs aussi, ça va être important de manger suffisamment de protéines pour pas que votre corps aille puiser dans le muscle, et du coup, il va y avoir des recommandations en quantité de protéines minimales en fonction de votre poids de corps. Donc voilà, après tout ça, c'est des calculs. Donc en gros, cette approche, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal de calculs, sauf si vous allez voir un coach ou un coach sportif, j'entends, ou un nutritionniste qui va faire les calculs pour vous et qui va le traduire en plan alimentaire avec vous et vous accompagner dans ce travail-là. Mais si vous le faites tout seul, c'est quand même un gros casse-tête. Alors, c'est pas très compliqué, c'est que des additions et des produits en croix. Ça reste tout à fait possible, il faut se poser 5 secondes, faire le calcul, mais c'est pas mal de calculs, et c'est basé sur l'idée que votre corps, si on lui donne tout simplement moins que ce qu'il a besoin pour vivre, il va l'épuiser dans ses ressources et donc perdre du poids. Ça, c'est cette approche-là, et c'est comme ça que vous faites le calcul, et c'est comme ça que vous appliquez cette approche-là. Si vous me connaissez et si vous suivez mon contenu, vous savez que je prône pas particulièrement le calcul des calories, même si j'y vois plein d'avantages. Donc je vais vous lister maintenant quelles sont les limitations de cette approche, et quels sont les avantages de cette approche. On va commencer par les avantages, pour commencer par le positif et terminer par les limitations. L'avantage de cette approche, c'est que déjà ça vous permet, si vous partez de zéro, c'est une approche qui va vous permettre d'apprendre le vrai contenu des aliments. Parce que si vous posez un petit peu la question des calories, que vous posez un petit peu la question des macronutriments, vous allez vous rendre compte de manière plus claire de ce que vous consommez. Et si vous n'avez jamais fait ça dans votre vie, moi je trouve ça hyper intéressant à un moment donné de se pencher sur la question, de se dire ah bah tiens, tel aliment ça contient autant de lipides, tel aliment ça contient autant de glucides, ah j'aurais pas dit mais telle chose c'est très très calorique alors que telle chose pas du tout, et d'avoir un peu une idée de la quantité d'énergie qu'il y a dans les aliments que vous consommez. Donc ça je trouve ça plutôt chouette, et c'est un des avantages principaux que je vois dans cette approche calorique.
La deuxième chose que j'ai notée en avantage, c'est que ça permet de ramener à du factuel. C'est-à-dire que très souvent, quand on est dans une démarche de perte de poids, on va être assez vite frustré, se dire ça va pas assez vite, ou j'y arrive pas, mon corps ça marche pas, et on va se raconter, moi ce que j'appelle du bullshit, hein, un peu émotionnel, où sur le coup de l'émotion on va se dire mais je comprends pas, moi je mange super bien et je perds pas de poids, c'est vraiment trop chiant. Mais là, l'avantage de cette approche-là, c'est que c'est des calculs, c'est factuel, je veux dire, c'est un chiffre sur un papier, et si vous vous penchez un peu sur la question et que vous le faites, vous verrez que, en fait, globalement, ça marche relativement bien, hein. C'est assez factuel, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu manges moins que ce que ton corps a besoin pour vivre, eh bien, tu perds du poids, et on peut pas tellement se bullshiter, quoi. Si vous comptez vos calories, vous allez vite vous apercevoir que quand vous vous racontez que non, mais je comprends pas, je mange bien, et pourtant je perds pas de poids, ben, en fait, il y a des petites choses qui, malgré vous, passent à la trappe. Par exemple, vous avez oublié que vous avez mis une cuillère d'huile par-ci ou que vous avez mangé un petit biscuit par-là. Parce que votre cerveau, il essaye de vous protéger et il vous empêche de voir ces petites choses-là parce que peut-être que vous vous culpabiliseriez sinon et votre cerveau n'a pas très envie que vous vous culpabilisiez parce qu'il a très bien compris que c'était pas très bon pour vous, quoi, et c'est pas un truc que vous avez envie de faire. Donc c'est hyper intéressant pour ça, c'est que c'est très factuel comme approche, ça vous ramène à la réalité de l'alimentation et ça je trouve ça vraiment chouette et ça évite de se bullshiter. Si vous êtes dans une période où vous avez l'impression que rien ne marche, etc., ça peut être intéressant de remettre de la conscience par ces chiffres parce que c'est juste non négociable, c'est des chiffres, c'est ça que j'ai mangé, c'est ça que j'ai pas mangé, c'est tel déficit ou alors j'ai pas de déficit, enfin c'est assez simple. Le troisième avantage et le principal que je vois, moi, c'est que ça permet quand même de casser pas mal de croyances limitantes. C'est-à-dire que si vous le faites vraiment, avec toujours moi une approche que je vous recommande très souvent, un peu une approche un peu de scientifique de vous-même et dans une approche de connaissance de votre corps, vous allez voir que ça va vous enlever pas mal de bullshit de mon corps est cassé, rien ne marche sur moi, parce qu'en réalité, factuellement, ça fonctionne. Je veux dire, si demain vous vous mettez à manger un déficit de 200, à manger sur un déficit de 200, pas de 200, mais de 20% de votre apport calorique, vous allez voir que vous allez perdre du poids. La question en fait elle n'est pas là, elle n'est pas sur est-ce que ça marche ou pas factuellement de manger moins que ce qu'on a besoin pour vivre, c'est plutôt est-ce que c'est tenable sur le long terme, est-ce que ça fonctionne sur moi sur le long terme, est-ce qu'il était là le problème, est-ce que mon problème c'était que je me bullshitais et que je me bullshitais sur les quantités par exemple ou la qualité de ce que je mangeais et que je ne connaissais pas bien finalement les aliments. Si c'était ça votre problème, il y a de bonnes chances que cette approche elle résolve pas mal de cette problématique-là, voire la totalité de cette problématique-là. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui vont voir un nutritionniste ou une nutritionniste et ils trouvent la solution à leur surpoids parce qu'en fait ils ne savaient juste pas manger et c'est une façon de se rééduquer à l'alimentation et d'apprendre à équilibrer une assiette et c'est hyper cool pour ça. Maintenant il y a plein de limitations à cette approche. J'en ai noté plusieurs. La première c'est la prise de tête que ça représente quand même de faire tous ces calculs. Alors comme je vous le disais à l'instant, c'est pas non plus horrible, hein, c'est des additions, des soustractions et des produits en croix. Tout le monde peut le faire, mais ça demande de se pencher sur le truc. Il faut quand même être un peu passionné de l'histoire hein, pour aller faire tous les calculs. Enfin, faut quand même avoir envie, quoi. C'est pas un truc hyper simple. Faut faire les calculs et avec toutes les erreurs de calcul que ça représente. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous amusez à faire les calculs, vous allez voir qu'en fonction des sites, en fonction des formules, vous n'allez pas tomber sur exactement le même chiffre, parce que tout simplement on n'en sait rien les gars. On ne sait pas exactement combien votre corps dépense d'énergie au repos. On ne sait pas exactement combien votre corps dépense d'énergie pour nourrir, pour digérer tel ou tel aliment. On ne sait pas, en fait, c'est toutes des estimations, des calculs qui sont faits avec des estimations très empiriques. C'est quand même une bonne prise de tête. Après, c'est une prise de tête qui peut être assez vite contournée si vous prenez des notes. Si, encore une fois, vous abordez cette problématique avec une approche très scientifique et que vous décidez pendant 2 semaines, 3 semaines à peu près, de noter tout ce que vous mangez, la quantité de calories, etc., le sport que vous faites et votre activité au global. Est-ce que vous étiez en confinement ou est-ce que vous alliez au boulot tous les jours en vélo? Parce que ça n'aura pas le même effet sur votre corps. Et là, vous l'aurez, votre TDE, de manière précise. Vous saurez exactement si vous n'avez pas pris de poids ou perdu de poids pendant les 3 dernières semaines et que vous avez la quantité de calories que vous avez mangé versus la quantité de sport que vous avez fait, vous saurez exactement quelle est votre dépense calorique pour vous maintenir à votre poids. Donc moi je vous encouragerais très fortement, si vous décidez de perdre du poids en utilisant cette approche-là, en vous servant de des calories, etc., de pas juste vous baser sur les calculs vraiment que vous aurez en ligne ou ce que vous donne votre balance, mais juste
de noter ce que vous mangez et de voir combien d'énergie il vous faut pour pas prendre de poids et pas perdre de poids. La deuxième limitation que je vois à ça, c'est que c'est quelque chose qui est beaucoup décrié par le Dr Fung. Vous savez que j'aime beaucoup le travail du Dr Fung et que je vous en parle souvent, qui est un médecin qui a écrit The Obesity Code et qui depuis d'ailleurs a fait une chaîne YouTube, donc si vous voulez je vous la mettrai en barre d'infos, et qui parle de jeûne intermittent. C'est lui qui a vulgarisé principalement ces dernières années en tout cas la notion d'insuline et le fait que l'hormone qui est responsable du stockage des graisses, ça reste l'insuline et une calorie, si vous voulez, pour le corps ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que votre corps il n'a pas de détecteur à calories, il ne sait pas quand est-ce que, une calorie n'est pas égale à une calorie. Pour lui il voit des protéines, des lipides et des glucides et il sait quoi en faire, mais cette approche là sous-entend quand même qu'une calorie égale une calorie, ce qui n'est pas le cas. On le sait aujourd'hui, ce sera pas pareil si vous mangez 2000 calories de junk food ou de M&M's, ça fera pas le même effet sur votre corps que si vous mangez 2000 calories d'une alimentation équilibrée. C'est pour ça que si on se contraint et si on se cantonne plutôt aux calories uniquement, on va pas aller très loin et ça risque des écueils. Enfin, il y a un petit peu des pièges possibles comme pas manger très bien mais rester dans son déficit calorique et finalement ne pas être en très bonne santé derrière. Donc c'est pas à prendre tout seul. C'est important aussi d'avoir des notions de nutrition à côté et de prendre en compte les macronutriments, etc. Ce qui peut rendre la tâche du coup, ça ramène à la limitation numéro 1, ça peut rendre la tâche du coup un peu compliquée. La troisième limitation que je vois, c'est que ça prend pas non plus en compte du tout l'heure de la journée. C'est-à-dire que à quel moment vous mangez, ça n'est pas du tout pris en compte et pour toutes les raisons que je vous ai déjà mentionnées par rapport à l'insuline, donc je vous avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai ici, mais étant donné que c'est l'insuline qui est responsable du stockage, ça va être important de s'assurer qu'on n'a pas des pics d'insuline tout le temps, toute la journée. Et dans cette approche basée uniquement sur les calories finalement, on ne fait pas de différence entre, comme je disais à l'instant, la nature des calories, est-ce que vous mangez de la junk food, votre 2000 calories de junk food ou 2000 calories d'une alimentation équilibrée, mais on ne fait pas non plus la différence entre est-ce que vous mangez 2000 calories en un repas ou est-ce que vous mangez 2000 calories réparties en 10 fois 200 calories sur votre journée. Et il se trouve que l'effet sur le corps est très différent entre est-ce que j'ai mangé 2000 calories d'un coup ou est-ce que je l'ai mangé de manière étalée. Et notamment, on a pu voir que beaucoup de personnes qui suivent un régime hypocalorique, à un moment donné, stagnent, atteignent des plateaux et doivent continuellement diminuer leur rapport calorique pour continuer à perdre du poids. Et ont du coup un métabolisme qui se ralentisse. Alors, c'est pas juste le métabolisme qui se ralentit, c'est aussi le fait que quand vous perdez du poids, vous avez aussi votre total daily expenditure qui diminue parce que votre corps n'a pas besoin d'autant d'énergie au repos, tout simplement, parce qu'une personne qui fait 150 kg n'a pas besoin de la même énergie juste pour vivre et juste pour, au repos, juste pour faire marcher ses organes, qu'une personne qui pèse 80 kg. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait que très souvent, on ne prend pas en compte l'insuline quand on fait cette approche-là et du coup, on peut se retrouver à manger des petites portions un peu toute la journée et du coup, à laisser au corps très peu d'opportunités d'aller vraiment puiser dans les graisses et de vraiment se mettre dans une phase de déstockage. Donc ça va être intéressant si vous décidez d'aborder l'alimentation par cette approche-là, de vous servir du coup de la balance calorique et du calcul calorique, d'avoir en tête derrière qu'une calorie n'est pas égale à une calorie et que ça va être important de vous assurer que vous ne faites pas des pics d'insuline dans tous les sens parce que sinon vous risquez d'avoir une perte de poids qui est limitée voire inexistante ou qui stagne au bout d'un moment. La quatrième limitation que je vois, c'est que c'est une approche qui peut assez facilement nous amener à ne pas être dans l'écoute de ses sensations physiques. C'est pas une approche qui va vraiment nous éduquer, alors ça va nous éduquer à l'équilibre alimentaire, mais ça va pas vraiment nous éduquer à l'écoute de ces sensations de faim et de satiété, puisqu'on va être très porté sur les chiffres, et du coup on va se demander, tiens, est-ce qu'il me reste des calories aujourd'hui? Est-ce que je peux manger 100 calories de plus, 100 calories de moins? Sans vraiment se poser la question de quoi mon corps a besoin, de quoi j'ai envie, et je dis pas que c'est incompatible, mais c'est pas une approche qui vous encourage en tout cas à être dans l'écoute de votre corps et de votre sensation de faim et de satiété. Quand vos hormones sont bien calibrées, votre corps il sait très bien de lui-même de quoi vous avez besoin. Donc c'est aussi l'une des limitations. La limitation suivante que j'ai notée, c'était le fait d'être très focus, du coup ça va ensemble, mais le fait d'être très focus sur les actions. Dans cette approche-là, on est très porté sur l'action. Je mange ça, je ne mange pas ça, je fais tel sport, je fais pas tel sport. C'est vraiment très porté sur l'action et du coup on en oublie en fait ce qu'il y a derrière. On est très porté sur les chiffres, on peut être dans une mentalité de régime, ce qui peut pour certaines personnes être très toxique. C'est-à-dire que si vous voyez que vous allez spiraler et être dans l'obsession des chiffres, c'est pas forcément l'approche qui va vous
faire le meilleur effet sur vous. Donc ça vaudra le coup peut-être de remettre en question l'approche et de tenter tout simplement autre chose, parce que c'est pas du tout la seule façon de faire pour perdre du poids que de compter ses calories. Mais voilà, c'est une des limitations, et je pense qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont parties dans des spirales un peu toxiques et négatives à cause de ce calcul de calories. Donc il faut le savoir, et si vous voyez que vous obsédez sur les chiffres et qu'il n'y a plus que ça qui compte, faut que ça soit vraiment un warning chez vous. Si vous avez des pensées comme ça, de vous dire ok, peut-être qu'il faut que je lâche un peu le pied sur les chiffres, sachant que ces chiffres-là, ils sont utiles pour avoir une idée, mais il n'y a pas besoin de suivre à la lettre pour vraiment perdre du poids. Et enfin, la dernière que j'ai notée, il y en a peut-être d'autres, hein, mais la dernière que j'ai notée, c'est que dans la plupart des cas, ça ne permet pas d'adresser la vraie problématique que rencontre une personne qui est en surpoids et qui n'arrive pas à perdre du poids. C'est très rare en fait que la raison, en tout cas aujourd'hui, que la raison pour laquelle vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous ne savez pas équilibrer une assiette, parce que vous ne vous rendez pas compte de la quantité de calories qu'il y a dans les choses, que vous n'avez absolument aucune notion diététique. C'est le cas de certaines personnes, et c'est pour ça que je disais à l'instant que les personnes qui sont en obésité ou en surpoids parce qu'elles ne savent pas équilibrer une assiette, ça va leur être super utile d'aller voir un ou une nutritionniste, parce que à la sortie de ça, elles vont être éduquées sur l'alimentation et ça va être top. Ça s'appelle faire un rééquilibrage alimentaire, c'est une super idée. Mais je sais que pour la plupart d'entre vous, si vous regardez ce genre de vidéos sur internet, c'est qu'en fait vous êtes déjà pas mal formés en fait, et vous savez très bien les fruits, les légumes, les glucides, les lipides, les macronutriments, les micronutriments, peut-être même que ce que je vous ai raconté là, le TDEE, etc., vous connaissez déjà. Donc c'est pas ça le problème en fait. Le problème, c'est pas que vous ne savez pas quelles actions faire, c'est plutôt que vous n'arrivez pas à manger ce que vous avez prévu de manger. Vous n'arrivez pas à faire le sport que vous avez prévu de faire, parce qu'au moment de le faire, vous n'arrivez pas à vous y mettre. Et cette approche-là ne va pas répondre à cette question-là, qui pour moi est la raison majoritaire pour laquelle les gens n'arrivent pas à perdre du poids. Je l'ai mis là, ma phrase, vous avez vu, j'ai changé un peu le setup parce que je m'ennuyais du setup d'avant, j'en ai un peu marre d'être tout le temps dans le même décor, mais bon. Je vous ai remis quand même la phrase que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc il faut se poser la question de quel est le problème, pourquoi là à cet instant T j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger alors que je n'ai pas faim, et cette approche-là n'ouvre pas l'esprit à cette question-là. Donc pour moi c'est chouette, mais c'est pas une approche qui devrait être abordée toute seule, et c'est pas une approche qui conviendra à tout le monde non plus, pour toutes les raisons que je vous ai dit. Si vous avez tendance à spiraler avec les chiffres et à partir dans des obsessions, ça va vous rajouter une difficulté supplémentaire, donc je la recommanderais pas dans ces cas-là. Voilà, et si vous optez pour cette approche, surtout, tenez compte de l'insuline. Allez regarder la vidéo que j'ai fait sur l'insuline, renseignez-vous sur l'insuline. Allez lire le livre du Dr Fang, allez regarder un peu les contenus qui existent sur ce sujet-là pour mieux comprendre. Allez regarder la page Wikipédia à ce sujet. Bref, renseignez-vous et sachez que, comme toutes les autres approches en fait, elle peut ne pas fonctionner si on l'utilise mal, si on mange pas bien toute la journée mais qu'on reste dans son nombre de calories, on va avoir des problèmes de santé. De la même manière que si on fait un jeûne intermittent, qu'on mange sur 1 heure par jour mais qu'on mange 6000 calories dans sa journée, on va quand même prendre du poids même si on fait un jeûne intermittent. Voilà, toutes les approches doivent être remises dans leur contexte, et à chaque fois si ça fonctionne c'est pour des raisons précises, donc c'est important de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière et de prendre ce qui va nous correspondre et de laisser ce qui ne va pas nous correspondre. Donc voilà pour cette revue d'approche. Comme toutes les revues d'approche, c'était une vidéo assez longue. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et puis écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce que nous on propose et le type d'accompagnement qu'on propose, n'hésitez pas à aller regarder notre travail. D'habitude, à ce stade de la vidéo, je vous proposerai un appel gratuit avec l'une de nos coachs, parce qu'on a des coachs qui sont là toute l'année pour vous prendre en appel et voir avec vous qu'est-ce qui vous correspondrait le plus. Est-ce que vaut mieux que vous alliez voir un nutritionniste parce que vous répondez aux critères que je viens de donner ici, c'est-à-dire que vous avez surtout besoin de rééquilibrage alimentaire et de mieux comprendre votre bol alimentaire, ou est-ce que vous avez besoin d'un psychologue parce qu'en réalité il y a un trauma derrière tout ça et en fait c'est ça qu'il va falloir régler en priorité, ou vous êtes dans un trouble du comportement alimentaire et c'est ça aussi qu'il va falloir régler en priorité, ou est-ce qu'un coaching avec nous peut vous correspondre. Tout ça d'habitude je vous le propose avec un appel gratuit, mais ce mois-ci là, au moment où je sors cette vidéo, donc si vous la regardez bien après, tenez pas compte de ce que je vais vous dire là, mais au moment où je sors cette vidéo, les coachs qui d'habitude font les appels gratuits sont mobilisés pour le challenge qu'on est en train de faire tous ensemble en confinement, challenge d'arrêt des sucres raffinés pendant 2 semaines. Donc j'ai pas d'appel à vous proposer ce mois-ci, mais si vous regardez ça après, n'hésitez pas à prendre un appel si vous en avez besoin. Bref, tout ça pour dire que je m'arrête là dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes à qui elle pourra être utile. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle revue d'approche pour la perte de poids vous voulez que je traite dans une prochaine vidéo de cette série-là. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette série aussi.
Et puis bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.